Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 50e épisode de Dans les Gradins. Mathieu Landry va accompagner de l'autre que Philippe Genre. Un petit moment, hein, ça l'a pris 57, c'est un gros chiffre. 57. Ouais, hein? Je penserais pas, hein? 57. David Perron. Ah! Benoît Pouliot. Oh, OK. Mais légende des Penguins de Pittsburgh aussi, Benoît Pouliot. Je pense que je l'ai fait pour toi, Philippe. C'est un bon call. Je l'ai fait pour toi. David Perron, même étant un Québécois, ne figure pas parmi nos deux équipes. Pas d'affection pour David Perron, si tu nous écoutes, on t'aime pas. Ben moi, non. Ouais. Il joue un joueur pour le CH et je n'ai aucune affection il est juste pour David Perron. Il est juste bon à Saint-Louis, David Perron. Oui. Il est juste bon pour... Ouais, juste bon ailleurs, on s'entend. Aujourd'hui, au tableau d'affichage, bien sûr, on débute avec notre segment mise en échec où aujourd'hui, on va faire quelque chose d'intéressant, le contraire de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, le top 5 des joueurs qui sont les plus néfastes à leur formation, qui sont encore, bien sûr, en série. Par la suite, on parle de Formule 1, Tour de piste, le meilleur circuit de l'histoire de la Formule 1. Ça se passe déjà présentement, la deuxième pratique qui est en cours. Ça, quand même. Monaco, c'est ouf! C'est incroyable, Monaco. Mais meilleur en termes de... Regardez. OK. Pas pour... je ne voudrais pas dans une voiture à Monaco, si c'est ça que tu demandes. Allons voir, là, c'est moi et Philippe. On aura notre bon top 3 cette semaine. Par la suite, bien sûr, segment sporadique. Et finalement, nos 3 étoiles de la semaine, notre segment favori. Mais pour débuter, Philippe, on embarque bien sûr dans toute qu'une histoire. Et on s'entend, Philippe, tu m'en avais parlé un peu avant. Tu as mentionné, j'ai hâte de voir à quel point notre top 5 est similaire. Et je pense vraiment pas. Je pense qu'on a une ou deux personnes qui sont identiques. Le reste, je n'y crois pas du tout, Philippe. Okay. Mais commence-moi donc avec ton 5e là, sur ta liste de joueurs qui sont les plus néfastes à leur formation. Ouais, OK. Je vais avec... Bon, c'est un 5e, mais c'est un 5e un peu par sympathie, peut-être. C'est parce qu'il y a un contrepoids à son histoire, mais c'est Jason Robertson, pour moi, qui est 5e sur cette liste. Écoute... Oui, la blessure, je sais, il n'a pas joué pendant un moment quand même. C'est cette blessure-là qui est survenue un peu dramatiquement là, à la toute fin de la saison, lors du tout dernier match. Et puis, la question, c'est toujours, est-ce que le retour a été précipité? Est-ce qu'il était prêt à revenir au jeu? Puis, dans son cas, il m'a pas l'air du Jason Robertson vraiment qu'on a vu marquer 40 buts dans une saison. Puis, je pense même à 2 reprises. Donc, il en est clairement pas là du tout dans son niveau de jeu présentement. Mais ça excuse pas, je pense. J'ai l'impression qu'il peut en donner plus. Écoute, je veux pas juger sur son état de santé. Je ne sais pas, j'ai pas toutes les informations. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut sur ma liste. Mais si je fais abstraction de cette histoire de blessure-là, puis je me concentre purement sur les statistiques, sur ce qu'il a apporté comme contribution à l'équipe, c'est insuffisant de la part de Jason Robertson. Écoute, on s'attend de lui d'être le meilleur marqueur de cette équipe-là avant que Rantanen arrive, bien entendu. Bonne chance. Oui, écoute, grosses attentes envers ce joueur-là. Heureusement, il y en a d'autres dans l'équipe qui sont là pour pallier un peu à son manque de production. Mais pour vous donner un peu les statistiques là, de Robertson, en bref, il a quand même joué 7 matchs, là, mine de rien. Donc, ça fait un moment qu'il est de retour dans l'alignement. Moi, je pense qu'à ce stade-ci, l'ajustement devrait s'être plus ou moins fait. Et puis, il a pas marqué lors de ces 7 matchs et une fiche de moins 4. Sur une équipe qui a majoritairement gagné aussi, avoir une fiche de moins 4 quand même, là, j'ai pas comparé avec les autres, mais c'est certain que ça se situe dans le bas du groupe. Et puis, c'est pas ce qu'on veut de Jason Robertson. D'accord. Mais pas plus haut parce que qui sait de quelle façon il se sent. Il n'a pas été... il a clairement pas aidé, mais il n'a clairement pas été néfaste non plus. Il n'est pas... moins 4, on s'entend un meilleur rendement. Oui, on l'aimerait bien, mais il était sur la glace sur notamment les buts de Michael Granlund en avantage numérique. Fait qu'il il n'a pas eu sa place en nulle part sur les statistiques, on s'entend. Mais je ne l'ai pas mis sur ma liste, Jason Robertson, parce que je trouve qu'il y a des attaquants qui sont pires que ça à Dallas.
Notamment Jamie Benn, qui de justesse n'a pas fait la liste. Mais réveille-toi, mon chum, comme c'était vraiment pas loin d'être sur ma liste. Même chose pour Dimitri Kulikov, qui a de justesse n'a pas fait ma liste aussi. Juste un fridge qui fait rien sur la glace. Dimitri Kulikov, on se mentira pas. Il y a aussi l'idée que les Panthers ont tellement de joueurs qui excellent présentement que c'est dur de cibler quelqu'un qui fait pas bien. Et de voir aussi que j'en ai pas un sur ma liste en Panthers. Fait que, on commence avec aussi un attaquant élite des Stars de Dallas. J'ai nommé Wyatt Johnston. OK. Tu vas me dire, ouais, il y a 4 buts, 4 passes. Hein, oui, il y a 4 buts, 4 passes. Il y a aussi moins 15, Wyatt Johnston, en série. Défensivement, il est atroce. Il joue aussi 19 grosses minutes et 21 secondes, si tu veux le choix précis. Puis 4 de ses points sont en avantage numérique. Fait que 50% de sa production n'est pas à 5 contre 5. On se doit de faire mieux pour Wyatt Johnston, qui vient de signer une extension de contrat énorme d'au-dessus de 8 millions. De base, ses buts attendus sont à moins 1.3, fait que il devrait même pas avoir 4 buts, 4 passes. Il devrait avoir 2,7 buts, fait qu'on va dire 3. Juste l'idée qu'il est juste non seulement pas... Il est présent offensivement, oui, mais pas assez. Il est aussi vraiment pas là défensivement. Un pourcentage de tir de 13,8%, avec 8 chances dangereuses. C'est atroce de ne pas convertir plus que ça sur 8 chances dangereuses et 12 chances moyennement dangereuses aussi. C'est des tirs de qualité là, quand tu as une chance moyennement dangereuse dans l'enclave. Puis je pense que Wyatt Johnston pourrait facilement là, faire plus et notamment défensivement. Oui. J'en conviens, ne joue pas avec les Granlund et les Hintz qui sont sur le bon vieux trio finlandais qui excelle en série, soit du temps passant. Il joue avec Mike Duchesne qui lui aussi est pourri défensivement présentement et J-Rob qui n'a jamais eu l'habitude d'être bon défensivement. Ça pourrait changer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire ça. Duchesne qui, de base, switch un peu avec Seguin et Ben, ainsi que l'autre trio avec Robertson et Wyatt Johnston. Mais je l'ai mis 5 parce qu'au moins, il produit un peu offensivement. Puis je sais qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe-là. Il le fait juste pas. Ça paraît juste pas qu'est-ce que Wyatt Johnston fait, mais ça paraît défensivement parce que clairement, il est moins 15 et il a le pire différentiel des séries présentement. Tout juste devant Ilya Lyubushkin, que lui aussi a failli être mis sur cette liste. Parce que si tu parles de pauvreté dans ton équipe de hockey, tu parles d'Ilya Lyubushkin. C'est Casper, le petit fantôme. Dis-moi qu'est-ce qu'il fait, Ilya Lyubushkin, à part mettre ses patins. Il attache ses patins, Ilya Lyubushkin, il dit « Je vais avoir du fun aujourd'hui, ça va être plaisant là, sur la glace. » Fait rien pendant 13 minutes et remporte un match, tu sais. C'est... là que je dis ça, ça me tente quasiment de le remplacer par le gars que j'ai 4e. Il est juste vraiment pas bon. Mais c'est ça, c'est mon 5e, Wyatt Johnston. Avec raison, je l'ai manqué. Ça me tente parce que j'ai manqué le moins 15. Là, je l'ai pas vu. Bizarrement, c'est pas une des statistiques qui est disponible sur MoneyPuck. Non, mais il y a une statistique qui est similaire, qui est à moins 11, qui est genre le but pour et but contre quand il est on et off the ice. Là, c'est quelque chose comme ça. Il est à moins 11, Lyubushkin est à moins 10. De toute façon, il mène cette catégorie merdique défensivement. Ça me dérange. J'aurais dû être sur ma liste. Il est passé sous mon radar. J'ai juste... Tu y penses pas, hein? Un gars bon de main, tu dis aucune chance. Hein? Vraiment. Oui, je sais. Puis à Dallas aussi, il est tellement vénéré, Wyatt Johnston aussi, pour ce qu'il a fait jusqu'à présent dans sa jeune carrière. Mais oui, clairement, là, il y a des gros problèmes à régler de son côté et je suis content que tu le mentionnes. Je pense que même si je l'avais remarqué, je l'aurais peut-être mis plus haut sur ma liste. Mais bref, ça nous amène à cette 4e position pour moi. Écoute, je pense que je vais y aller avec Jeff Skinner, Mathieu. Oui. Je ris parce que je savais même pas qu'il jouait. Oui, Jeff Skinner a joué un seul match. Ah, ben là, OK. En séries éliminatoires cette année. Et a réalisé une passe dans ce match. Et, écoute, on parle de joueurs donc qui ne sont pas importants à leur équipe. Ah, tu l'as vu de même, c'est bon ça. Je l'ai approché dans ce sens-là que
on dirait que les Oilers, peut-être, écoute, on est d'accord, les Oilers, cette année, à la période des agents libres, ont fait 2 grosses acquisitions. Ils sont allés chercher Victor Arvidsson, qui a joué 9 matchs en série, qui a contribué quelques points, et puis Jeff Skinner. Et puis, ces joueurs-là n'ont pas vraiment eu l'incidence, l'impact qu'on attendait au sein de l'équipe. Et ces 2 grosses acquisitions-là, écoute, les fans des Oilers, quand ils ont vu ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient très heureux, qui accueillaient ça à bras ouverts. Et puis, on se trouve maintenant en série, en 3e ronde des séries, et puis ces joueurs-là ont simplement été absents de l'alignement. Dans le cas de Skinner, bon, il a joué un match. Il s'est fait remplacer par Oliver Kapanen. Oui. C'est gênant. Kasperi Kapanen. Excuse, Kasperi, oui. Le pire des 2, d'ailleurs. Juste soit dit en passant. Je suis d'accord. Et puis, il y a ces joueurs-là, justement, comme Kapanen qui figurent sur l'alignement. Je me dis, est-ce que Skinner, quand même, comme... si mauvais que ça. Si pas bon que ça. Comme, on parle d'une équipe aussi, les Oilers Edmonton, qui ont deux usines de production en McDavid et Draisaitl, mais c'est toujours cette question-là de est-ce qu'on peut aller chercher de la production ailleurs dans l'alignement. Il y en a qui ont contribué cette année. Il y a Corey Perry notamment qui a été bon. Et puis, Skinner, ça peut être... Écoute, Skinner, là, on parle d'un gars qui... approche le plateau des 400 buts en carrière, va probablement finir sa carrière dans ce groupe élite-là. Peut-être une centaine de joueurs qui s'y retrouvent. Et puis, il peut apporter, je pense, une réelle contribution à cette équipe-là. Moi, je pense qu'on n'a pas nécessairement... Écoute, c'est pas un sauveur, Jeff Skinner, puis défensivement, on est d'accord, il y a eu beaucoup de difficultés dans sa carrière, mais je peux pas voir que c'est un joueur qui mérite pas plus une chance que ça. Jeff Skinner en carrière, 1 point par match en série. C'est parce qu'il a juste joué un match, puis il a juste une passe. Mais qui sait, peut-être que Jeff Skinner est un gars de série, c'est juste qu'il a pas eu la chance de se prouver. Donnez-y une opportunité à ce gars-là. Il peut pas être pire que Kapanen. Moi, je suis désolé, Kapanen, je l'ai vu en masse à Pittsburgh. Ce joueur-là, il a de la vitesse et c'est tout. Ça va bien, ce trio-là, avec Drey et puis Podkolzin. Écoute, bizarrement, fine, mais... Ça va bien. C'est 3 gros bonhommes qui donnent l'épaule. Tu sais, Jeff Skinner va se canter d'un coin puis il va se recroqueviller. Je sais, non, mais c'est pas le style à Edmonton, mais je pense qu'il mérite quand même une place dans l'aliment. Il est pas assez valorisé. Il y a quand même une valeur qu'il peut apporter à cette équipe-là, je crois. Et puis, si tu lui donnes pas de chance, tu le sauras jamais. Garde. Amène Skinner dans le line-up, puis donne-y 2 matchs. Peut-être 3. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Okay. Tu peux le mais là, tu tasseras pas Kapanen si ça marche avec Podkolzin et Draisaitl. Enlève. Non, il y a du monde pire que ça sur l'équipe. Moi, pas Connor Brown certain, mais Yann Marc fait rien depuis le début des séries. On s'entend, là. C'est gênant, mais il joue au centre, fait qu'il n'y a pas le choix. En tout cas, il y en a d'autres qui pourraient être tassés, mais OK, je vois ce point de vue-là. Tu vois, je voulais mettre, je pense que c'est Brandon Morrow sur cette liste-là parce qu'il a joué un match et a fait comme tellement rien pendant cette rencontre-là. Mais je me suis dit, je vais prendre du monde qui ont vraiment joué, mais font juste rien pour leur équipe. Et pourquoi Oscar Beck est 4e sur ma liste? C'est le joueur le plus invisible de l'histoire des séries éliminatoires, Oscar Beck. A joué 9 matchs, donc n'a pas joué tous les matchs de son équipe, mais en a joué 9. Ses statistiques importantes, 5 revirements, 2 récupérations de rondelles. On s'entend, il joue à peu près 12 minutes par match aussi, il n'en joue pas beaucoup. 7 mises en échec et 1 mention d'aide. Et pendant ce temps-là, en passant, pendant 9 matchs, devine combien de tirs qu'il a tenté en 9 matchs. Juste tenté, là. Ça veut pas dire que ça a atteint la cage. 5. Combien ont atteint la cage? Aucun. Une garnotte a atteint la cage adverse, Philippe. Yeah. Tu fais rien sur la glace, mais tu fais rien. Rôle ou pas, 5 tentatives de lancer ne donnent aucun résultat. Et il y a une raison pourquoi il joue vraiment pas beaucoup de minutes par match. C'est quoi son différentiel?
J'ai pas regardé son différentiel. Je vais pas te mentir, mais je peux faire mes recherches. Parce que de base, c'est juste le joueur qui fait le... Je serais même pas surpris que ce serait juste 0. Parce qu'il fait rien, Oscar Beck. Il est pas sur la fiche de pointage. Défensivement, il est juste dans les lanes. De base, il ne joue pas beaucoup non plus. Je trouve juste qu'il sert à rien, Oscar Beck. Fait que c'était mon take pour le 4e. Je pense que quand je pense un peu, je l'aurais peut-être mis 5e puis j'aurais descendu Wyatt Johnston parce que lui, on s'attend beaucoup de lui. Oscar Beck, j'ai mis là parce que c'est vraiment juste un joueur que personne ne remarque qu'il joue pendant le match. Tu sais, surtout dans une série Oilers Stars, son différentiel est quoi, 0? -2. Bon. C'est pire. Genre, le gars fait juste rien du tout sur la glace et ne joue à peine de minutes non, aussi, mais faut comprendre qu'il y a 5 tentatives. Fait que ça, c'est quand t'as la rondelle sur la palette puis t'essayes d'envoyer une rondelle de l'autre côté. Yeah. Ça veut dire aussi, de base, Oscar Beck, un énorme pourcentage de fois où lorsqu'il embarque sur la glace est déjà en territoire défensif. Il va sûrement rester là pour l'éternité de son shift parce qu'il ne peut pas sortir la rondelle de sa zone. Mais ça, c'est aussi de la faute de ses 2 line mates, on s'entend. Mais Oscar Beck, selon moi, est juste extrêmement invisible et pourrait apporter un peu plus à une équipe qui a beaucoup de profondeur. On voit le trio de Sam Steele jouer beaucoup trop souvent de toute façon. C'est juste... c'est mon call là, pour 4e. Je l'ai pas mis trop haut parce que... C'est ça. OK. Je m'en attends pas à plus. Je pense qu'on a pas... Ouais, on a peut-être pas bien défini les termes de notre top 5. Comme... non, mais il y a inutile, puis là, il y a décevant, je sais pas. Inutile. Inutile? C'est néfaste. C'est quelqu'un il va sur la glace, puis il fait rien de bon. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est néfaste. Ouais. Que ce soit, tu sais, -2, c'est 2 buts, là. Johnson est -15. Et pourquoi il est aussi sur ma liste? Oui, mais au moins, il fait quelque chose offensivement. Lui, il fait juste rien, Oscar Beck. Okay. Mais là, j'ai dit tantôt, attends, là, on s'entend, là, j'ai dit tantôt, là, il a repensé, j'aurais switché Oscar Beck et Wyatt Johnston. Un gars de 4e trio à -2, c'est sad. C'est juste... En série, en 9 matchs? Oui, mais c'est juste ça que c'est. Comme... Non, Philippe, non, pas en série. Tu vas pas perdre ou gagner la coupe parce que ton gars de 4e trio est -2. Je suis d'accord. C'est de ma faute. J'aurais dû switcher Beck et Wyatt Johnston, mais il va rester là, le Beck. C'est tout ce que j'avais à dire. 3e pour moi, c'est Mason Marchment des Stars de Dallas. Ça, c'est un joueur qui... écoute, je sais même pas par où commencer avec ce joueur-là. Il n'y a pas la lumière allumée à tous les étages. Mason Marchment, si je peux faire une métaphore comme ça. Yeah. C'est un clown, ce gars-là. Ce n'est pas un joueur qui insuffle un bon esprit d'équipe. À sa formation. C'est pas un joueur qui attire de bonnes choses à son équipe non plus parce qu'il est tout le temps en train de se plaindre aux arbitres. Tout le temps. Il se ferme jamais la trappe. Non. Il tape des officiels avec son bâton. Ça, c'est un non. En tant qu'ancien officiel. J'ai jamais vu un joueur... Je pense pas avoir déjà vu un joueur dans ma vie slasher un arbitre. Comme, c'est une première, là. Ouais. Je suis sûr que c'est déjà arrivé, mais en tout cas, de mon expérience, c'est une première. Écoute, il y a un certain niveau de maturité à avoir quand tu joues au hockey, surtout quand t'approches les officiels. Ils sont là pour faire leur travail. Ils sont pas là pour interagir physiquement avec les... un peu, oui, sûr. Ils vont séparer les joueurs, mais écoute, ils sont pas là pour se manger des coups de bâton ces jambières. C'est pas ça la game. Non. Écoute, à un moment donné, il y a du civisme à avoir sur la patinoire. Et puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça met les officiels. Les officiels ensuite vont se liguer contre ton équipe. Absolument. C'est juste ça qui va se passer. Parce que... C'est ce qui se passe, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui se passe. Les Stars ont pas eu, si tu compares à d'autres équipes, les Panthers, oui, beaucoup de calls favorables pour cette équipe-là, mais c'est aussi une équipe qui se plaint pas.
ils se ferment la trappe, ils jouent leur hockey, puis ils prennent ce qui vient, c'est tout. C'est jamais gagnant d'aller te plaindre à un arbitre la plupart du temps. Faire la discussion, oui. OK? Il y a une certaine diplomatie à jouer avec les arbitres. Tu vas lui demander qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, puis comment est-ce que la famille, comment est-ce que ta femme, femme les enfants. Écoute, il y a rien de mal avec des petits small talk comme ça. Puis subtilement, ce que ça fait, c'est inconsciemment l'arbitre, tout d'un coup, la prochaine fois qu'il voit quelque chose qui pourrait aller d'un bord ou de l'autre, il va peut-être se dire écoute. Ouais, il m'a demandé si ma femme allait bien tantôt. J'ai une bonne petite jasette tout à l'heure. Les arbitres, c'est des humains aussi. Ben oui. Okay? C'est des humains, on l'oublie. Souvent, on les perçoit comme des robots. On dit qu'il faut qu'ils soient complètement impartials, neutres. Mais ils ont des émotions. Puis eux aussi, c'est une période de l'année super chargée, super stressante. Donc, ils n'ont pas besoin. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est des joueurs qui viennent les insulter 100%. comme ça en pleine face alors qu'ils font juste leur job. Fait que, non, Mason Marchment, de ce côté-là du jeu, je n'apprécie pas du tout. 1 but 4 arrêts dans 16 matchs, correct. OK? C'est un marqueur de 20 buts lors des 2 dernières saisons. Pourrait avoir plus qu'un but à ce stade-ci des séries, mais écoute, ça passe ce niveau-là. Et c'est le deuxième joueur le plus pénalisé des séries éliminatoires avec 16 minutes à son. Qui est premier, juste par curiosité? Il est éliminé. Est-ce que tu veux deviner? Il est éliminé, ça en dit. Oui. Darren Radish. Non, c'est Max Domi. Oh my God. Des Leafs. Bien sûr, pénalité de croton, lui. Oui, et donc, ce joueur-là, vraiment, il faut qu'il apprenne à se comporter sur la patinoire. Comme, tu sais, c'est vraiment juste une question de bon sens à ce point-là. Je suis d'accord. Puis ça nuit à son équipe. C'est pas nécessairement l'impact négatif des plus visibles, mais indirectement, c'est sûr que ça joue pas en faveur des Sabres du tout. Puis ça aussi, tu sais, ça crée un espèce de buzz négatif à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, quand tu as un joueur qui se plaint tout le temps comme ça fait juste, tu sais, tout d'un coup, les mines deviennent basses, etc. Donc, ça tire l'équipe vers le bas. C'est ça le problème de Mason Marchment. Puis j'aime pas du tout cet aspect-là de son caractère. Et j'espère qu'il peut trouver une façon peut-être d'aller nourrir son équipe un peu plus positivement puis de se tenir loin des altercations constantes avec les officiels. Et je suis entièrement d'accord à un point où Marchment aussi, pour moi, est troisième. J'ai pas vraiment grand chose d'autre à rajouter. T'sais, mon grand point avec Mason Marchment, c'est que même si ce gars-là avait marqué peut-être 13 points en série, je l'aurais quand même mis troisième. Parce que tu en as déjà parlé, les calls comme ça, tu les laisses faire. Ils ont une job à faire, les officiels, puis c'est comme tu as dit, à chaque fois que tu chiales, que tu slashes, que tu fais ton bébé en avant d'eux autres, ils vont plus taillir et encore là, tu sais, vouloir plus te pénaliser. Tu sais, dans le dernier match contre les Oilers, oui, c'est ça, contre les Oilers, il y a clairement Trip Hyman, juste dans la zone neutre, un bon vieux bâton entre les deux patins. Hyman a trébuché, puis il a trouvé une manière de quand même dire quelque chose, au lieu de se lever puis clairement accepter le fait que c'était une mauvaise pénalité de base très loin de ton filet, quand Hyman avait la rondelle, il voulait juste faire un petit reset à sa défensive. Je ne comprends pas ce joueur, il me tape royalement sur les nerfs, puis ça fait tellement pas avec le système de Peter DeBoer en plus, qui est une équipe très calme, mais très active, très disciplinée. Puis je pense que ce gars-là est juste en train de foutre la merde carrément sur cette équipe-là. Puis c'est une des raisons pourquoi que je pense que les Oilers vont gagner cette série-là. À voir s'il va continuer sur cette lancée-là. J'assume qu'il y a déjà eu des discussions, des conversations, lui puis DeBoer. J'espère aussi, parce que c'est un énorme problème. Mais figure aussi troisième sur ma liste. C'est le genre de choses que DeBoer veut voir sur son équipe. Écoute, c'est un coach très posé, très calme, très cérébral. Ça n'a pas d'affaire là. Je suis sûr que, écoute, il n'y a pas vraiment le choix de le jouer. Tu ne vas pas le sortir de l'alignement à cause de ça.
quand même une contribution qu'il apporte à l'équipe, mais à un moment donné, c'est sûr que ça tape sur les nerfs. C'est sûr. J'en suis certain. Qui t'amène aussi à ton deuxième joueur sur ta liste. Il en reste 2 quand même. Oui. Il va s'agir du seul gardien de but de ce top 5 et c'est Stuart Skinner qui va se retrouver. On a peut-être le même top 3. À la deuxième position. Parlons-en. On a le même deuxième. Oui. Parlons-en. Ouais. Là, j'ai hâte de voir ton premier, parce que je pense pas que j'ai le même, mais bon. Skinner. Oui. Atroce et atroce. On s'entend. Mm-hmm. On va se tourner aux statistiques plus tard. L'idée derrière Stuart Skinner, c'est quoi, Philippe? Parce que là, ça fait 2 séries de suite qu'on met Skinner dans l'alignement. Il perd 3 matchs de suite, whatever. Fait vraiment pas bien pendant 3 matchs de suite. Se fait remplacer par Calvin Pickard et tout d'un coup revient et est un monstre, finit la série, gagne la série, blablabla, blablabla, pour revenir à ses mauvaises habitudes. Mais là, tu l'as, la statistique très intéressante. 821, 833, 1000. OK? Gagne une série, une petite éclaircie dans la vie de Stuart Skinner et puis de retour à 815. Yeah. Tu peux pas juste jouer 2 bons matchs dans la run de ton équipe puis espérer que ce sera suffisant pour... Ça a marché l'année passée, mais bon. Non, mais ouais, ça a quasiment marché. Oui, ça a quasiment marché. Puis cette année encore, d'après moi, ça va quasiment marcher parce que... Pas sûr. Moi, écoute, cette série-là, Oilers Stars, je suis très nerveux pour les Oilers à cause de ça, justement. Ottinger joue encore du très, très bon hockey. Et puis, t'as ce gardien-là qui est un paquet de nerfs devant le filet. Stuart Skinner, depuis le début de sa carrière, je l'ai catégorisé dans ce type-là de gardien de but qui a juste de la size puis qui a pas trop d'habileté. Comme ça a toujours été ça pour moi. C'est un type, ça, de gardien de but parce que vraiment, on est dans une ère du hockey où souvent le premier critère qu'on va regarder, c'est justement la taille. Et puis, il y en a qui ont une très bonne combinaison de taille et puis de skill aussi. Oui, Vasilevski en est un exemple. Buck aussi. Absolument. Pas en série, mais bon. Sauf en série, ouais. Mais écoute, il y a ces gardiens-là comme un Stuart Skinner, par exemple, ou comme, pour les gens qui le connaissent, un Magnus Hellberg. C'est des gardiens qui sont énormes. Ouais. Ivan Fedotov, il parle d'un pourri, toi. Juste... C'est ça. Il manque de coordination, on dirait. J'ai toujours trouvé que Stuart Skinner était un gardien qui était un peu trop lent, un peu trop maladroit dans un sens. Et puis, oui, je suis d'accord. Ouais. C'est vraiment ça le mot qui me vient en tête quand je le regarde dans le filet. Puis, tu sais, des fois tu vas être chanceux, puis les rondelles vont juste te frapper. Oui, puis ça, c'est peut-être le plus gros attribut de Stuart Skinner, c'est qu'il va avoir beaucoup de rondelles qui vont le frapper. Mais quand ton positionnement est pas bon, si Stuart Skinner avait la technique de Frederik Andersen, ce serait un monstre. Tu le vois, Stuart, quand c'est des bonnes chances, tu sais à quel point il est juste vraiment derrière toute l'action. Genre. Oui. Tellement pas là. Puis même, j'ai vu les déplacements, c'est lamentable. Ouais. J'ai vu, je pense, c'était justement Wyatt Johnston qui s'amenait à droite. Puis à peine, il avait traversé l'eau du cercle droit, puis Stuart Skinner était déjà en papillon, parce qu'il sait qu'il n'est pas assez vite si que ça l'arrive une situation. Et là, évidemment, ça te met hors position carrément, puis tu commences à glisser comme si tu étais à Magic Mountain, un peu partout dans ton filet, puis tu te retrouves d'une position précaire. Et voilà, on va marquer là-dessus. Un peu malchanceux, lors du premier match, c'est le but à Séguin, c'était assez dégueulasse, on va pas se mentir. C'était un tir qui ratait le filet, qui a, par miracle, tapé le bâton de Séguin. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Le deuxième pire goal save above expected des séries à moins 4.6. Hellebuyck, c'était moins 4.7.
On n'en reparlera pas de cette histoire-là, c'est gênant. Moyenne de but alloué 3.39. Je sais pas comment tu veux gagner avec ce genre de moyenne de but alloué-là. C'est ridicule. Freddie Anderson, avant les 2 premiers matchs, c'était 1.37 ou de quoi de stupide comme ça. Puis, il y a une grande disparité là, entre 2 des gardiens. Puis, un pourcentage d'arrêt maximal, justement, de 0.834 si c'est pas un jeu blanc. À un moment donné, tu veux une certaine conscience de ton gardien, puis en plus de ça, ça fait en sorte que la défensive des Oilers, elle va pas trop s'appliquer offensivement. Et donc, justement, avoir un petit manque de ce côté-là, parce que, comme on le sait, Evan Bouchard, c'est le 3e meilleur pointeur de l'équipe en série. Une énorme partie à jouer de ce sens-là de la rondelle, mais veut pas trop se commettre parce qu'il sait que c'est un but automatique. La seconde que c'est un 2 contre 1, oublie ça. C'est sûr que ça rentre. La passe, c'est sur le tape, c'est fini. Stuart Skinner, n'a jamais été et ne sera jamais la solution. Moi, je dis remets Pickard ce soir. Je pense que c'est déjà annoncé que c'est pas le cas, mais bon, j'aimerais qu'on remette Pickard. Puis Pickard, en passant, n'a pas perdu un match en série. Hein. Je m'en fous de son pourcentage d'arrêt qui est déjà meilleur que celui de Stuart Skinner. Il n'a pas accordé un but. Puis ça donne confiance à tes joueurs, ce qui permet aussi justement à McDavid Draisaitl de backchecker peut-être un peu moins, peut-être faire plus confiance à son gardien et ses défenseurs pour donner une meilleure chance offensive aussi. Mais bon, qui suis-je? J'écoute juste du hockey, je ne fais pas partie de l'organisation. Que veux-tu? It is what it is. On va voir si Skinner là, pourra se rattraper à soir. Et là, Phil, là, je suis vraiment curieux. Parce que je pense pas qu'on a le même, mais en même temps, c'est possible. Est ou Ouest? Est. Les Hurricanes. On a peut-être le même, Phil. On a peut-être le même. Est-ce que par hasard, c'est une légende? Du Canadien de Montréal? Non. OK. What? Alors, c'est un nom comme ça. Non, c'est une légende des Penguins de Pittsburgh que j'ai, moi. OK. Ouais. 3e choix au total du repêchage de 2003. OK. D'accord. C'est bon. C'est qui ce que t'as? Jesperi Kotkaniemi. Ouais, j'aurais pu vraiment le mettre. Il est laissé de côté, là, mais justement, parle-nous-en. Ouais, laissé de côté finalement, parce que c'est une abomination. Absolument. Jesperi Kotkaniemi. Je ne veux même pas parler de son salaire. Je pense qu'il fait 6.15. Non, c'est dans les 4. C'est moins que ça, il est à 6 à un moment donné. Je pense que c'est dans les 4, mais c'est trop. Peu importe. Là, ce joueur-là est juste... sa présence sur la patinoire, c'est une présence négative. C'est comme... C'est un trou noir. Comme il y a rien. Comme c'est un vide. Yeah. 10 minutes de pénalité, ce qui est déjà beaucoup trop pour Jesperi Kotkaniemi, parce que je sais même pas comment il fait pour prendre ces minutes de pénalité-là. Comme il est lâche. Je sais même pas où il va les chercher parce qu'il est tellement pas impliqué, comme tu te dis. Ça m'étonne. Je suis quasiment surpris. C'est quasiment un point positif pour lui, ces 10 minutes de pénalité. C'est parce qu'il a fait de quoi? Comme, ouais. Il était sur la fiche de stats. Oui, il était sur la fiche de statistiques. 3 aides en 11 matchs. OK. Il joue 13 minutes en passant. 13 minutes 12 secondes. Ouais, je veux dire, félicitations. Excellent pour un troisième... Je pense presque 4. Je pense que c'est aussi un troisième choix au repêchage. Oui, c'est un troisième choix au repêchage du Canadien de Montréal en passant. Oui, salut. C'est drôle. On s'en excuse tellement. Un but à ses 36 derniers matchs aussi pour... C'est juste classique. Tu sais, Philippe, tu vas me répéter des choses que j'entendais il y a 3-4 ans. Comme, là, on en est au point où il s'est fait substituer pour Mark Jankowski, qui... c'est Mark Jankowski. Le grand Mark Jankowski. C'est un joueur de soutien, c'est un joueur de rôle. Kotkaniemi, c'est une carrière qui vire au désastre là, de plus en plus vite. C'est un joueur que les Canes auraient voulu voir peut-être s'insérer dans un bon deuxième, troisième trio au sein de leur équipe. C'était ça le plan pour Jesperi Kotkaniemi, c'était sa deuxième chance. Ça a commencé correct.
Sa première saison avec les Canes, il était passable. Et puis, c'est le néant maintenant. Là. On est d'accord. Donc, il a joué 11 matchs qui, d'après moi, est trop. Honnêtement, Jankowski, envoyez-moi ça. Je pense qu'il fait bien dans le système à Brindamour aussi. Brindamour doit être absolument débecté devant le jeu de Jesperi Kotkaniemi parce que c'est un joueur qui, tu l'as dit, c'est un joueur qui est paresseux. Et puis ça ne passe pas auprès de Rod Brindamour. Donc je suis surpris qu'il n'ait pas sorti plus tôt de l'alignement, mais là, voilà finalement que c'est fait. Et puis c'est mérité. C'est un joueur des Canes, c'est une équipe qui compte sur une production globale parce qu'ils ont besoin d'aller chercher des buts sur leur troisième trio. Faut que tout le monde contribue pour que cette équipe-là ait du succès. Puis il y en a d'autres qui auraient pu nommer. Martinook n'a pas eu des grosses séries non plus. Stahl n'a pas eu des grosses séries non plus. Mais Kotkaniemi, pour moi, c'est un de ces joueurs-là qui a le potentiel offensif, mais qui ne l'exécute pas. Okay. Donc, c'est le numéro 1. Je l'aurais mis sur ma liste, mais c'est justement un autre cas de... il a pas assez joué de match. Je peux pas vraiment le mettre là. Je pense que je référais plus aux personnes qui avaient joué toutes les matchs pour leur équipe. Sauf un, oui, effectivement. Ouais. J'ai jamais pensé aussi à Kéké, mais moi, je suis tellement pas surpris de Kéké. J'ai déjà vu jouer. Je sais déjà qu'est-ce qu'il offre, qu'est-ce qu'il offre pas. Mais je suis sincèrement d'accord. J'ai été un autre extrême. J'ai mis Jordan Stahl premier. Okay. Et je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être que t'es un peu sceptique présentement, mais... j'ai pas toutes les stats. Donc Jordan Stahl joue premièrement de grosses minutes. Il a joué 19 minutes, 19 secondes lors du dernier match contre les Panthers. Et il n'y a aucune raison pour. Ce gars-là, en moyenne, joue 17 minutes et demie sur la glace par match. Tout ça pour 2 points. OK. Mais la statistique importante, c'est que, OK, tu vas faire 2 points short, tu gagnes la plupart de tes mises en jeu, félicitations. Mais tu as 11 revirements en tant que centre, dont 6 dans ta propre zone. Okay. 6 revirements dans ton propre territoire, c'est énorme. Et dans tout ça... Il y en a un qui a très évidemment coûté un but aussi, dont on se souviendra. Bon, voilà, rappel... Match numéro 1. Bon. Contre les Panthers? Oui. Oui, c'est ça. Dont aussi 31 tentatives de lancer, qui est une tentative de plus qu'Eric Robinson. Tu sais qui, toi, Eric Robinson? Pas certain de savoir c'est qui Eric Robinson, tu sais. Puis dont 14 d'eux autres qui se sont rendus au filet, ce qui est 5e pire de toute son équipe, incluant les défenseurs. Tu sais, puis il y a des défenseurs là-dedans qui ont joué un match. Tu sais, Morrow, Chatfield qui n'a pas joué beaucoup, je pense 5 matchs. C'est juste une énorme présence pour aucune contribution offensive et clairement ni défensive. Là, il faudrait déjà le vérifier là, son plus et moins, son différentiel positif et négatif. Mais de toute façon, Jordan Stahl, qui est pour jouer 19 minutes, 17,5 en moyenne par match, devrait faire nettement mieux. Puis on s'attend beaucoup plus de lui. Capitaine aussi, oui, Jordan Stahl joue sur un deuxième trio. J'assume que tout de suite, c'est quoi, Stankoven, puis probablement comme Neeson, genre de quoi de même. Non, Neeson est plus là. Il y avait les... c'est vrai, il est changé aux Devils. Tu sais, ça c'était Hall peut-être. Mais il est sur le 3e, je pense. Non? Il est clairement pas parce qu'il joue 19 minutes par match. Tu sais, il y avait c'est qu'ils ont... Martinook, j'assume, serait sur le 3e. C'est un peu eux autres leur histoire là, de 2e, 3e trio, mais de toute façon, il joue trop. Il a changé aussi. Il joue trop. Mais ça, c'est une grosse chose d'inquiétude, là, cette profondeur de centre des Hurricanes qui est moindre. Hein? Tu ramènes Jankowski sur le 4, tu as Martinook qui va jouer sur le 3 et ou Stahl, apparemment, là, selon ce qu'ils veulent faire. Puis, Jordan Stahl, Martinook et Mark Jankowski. Martinook joue à l'aile, je crois. Il jouait pas au centre dans ces séries, par hasard. Mais bon, si on peut trouver un autre joueur, de toute façon, ce ne sera pas un joueur de très grand calibre. À part le premier trio, pas grand-chose qui se passe côté des Canes. Ouais, c'est ça, c'est Roslovic. Oui, Jack Roslovic. Si on veut tasser Martinook à l'aile, sure,
De toute façon, oui, non, mais c'est là qu'il joue Martin O'Clair. Il manque il manque extrêmement beaucoup de profondeur. Puis je pense que Jordan Staal apporte absolument rien à cette équipe-là. C'est pourquoi il est mon joueur qui est le plus néfaste à son équipe en séries éliminatoires. Ça paraît tout de suite. Ils ont tellement de misère, les pauvres Kings contre les Panthers. C'est pas plaisant de jouer contre les Panthers non plus. Les Kings viennent de battre les champions de l'Est en 5 matchs. Ils se font laver. C'est comme, ça te donne-tu une idée de la puissance des Panthers de la Floride? Ils ont fini quoi, genre 4e, si je ne me trompe pas, là, dans l'Est, les Panthers. Ils n'ont pas fini extrêmement haut. Ouais, 4-5. C'était pas haut, cette affaire-là. Parce qu'ils étaient 3e de leur division. Ils ont fini en dessous du Lightning, qui ont fini 4e, c'est ça? Ou... Oui, ils étaient 3e de leur division. Bon. Et puis la Caroline a l'avantage de la patinoire sur eux, donc ouais. Tout se passe en série. Hein. Tout se passe. C'est vraiment juste ça. C'est une équipe qui est construite pour des séries aussi. Ouais, oui, absolument. Ils ont un coach aussi qui est un... On va se le dire aussi. C'est un savant. C'est un savant. C'est un génie, Paul Maurice. Et puis, je pense qu'il fait tellement un travail exceptionnel aussi dans la préparation de son équipe. C'est une équipe qui arrive prête, les Panthers. Ben, au moins pour les matchs importants. Yep. Contre les Leafs, là, on va pas se mentir, ils ont pas bien paru, surtout à la maison. Là, ils ont eu des moments où on se demandait où sont passés les Panthers qu'on connaît. Mais lorsque c'est le grand moment, ils sont toujours là. Puis c'est une équipe aussi qui performe à des standards ridicules sur la route. Ouais. Très, très important. Ouais. C'est quand tu peux aller chercher ces matchs-là. Après ça, tu simplifies la tâche à la maison. Donc, écoute, impressionnant les Panthers. Puis, j'ai quasiment envie de dire, c'est fou, mais comme j'ai quasiment envie de dire qu'ils vont gagner en 4 maintenant. Contre les Kings? Oui. Puis, on en parlait tantôt. Et puis, les Kings viennent de battre les Capitals en 5. Donc, c'est ridicule. C'est une équipe qui est dans une autre classe. Il y a une grosse répète de l'année prochaine en finale de la Coupe, mais c'est pour ça. Je sais pour pas. Ça, il faut qu'on mette Pickard. La série de l'Ouest est beaucoup plus incertaine pour moi. Non, je suis entièrement d'accord. Et en parlant d'incertitude, Philippe, on se transpose maintenant dans notre segment Tour de piste parce qu'il est temps de jaser Monaco. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Monaco, c'est de loin, je pense, la course la plus historiquement visionnée. Écoute, regardez un peu partout dans le monde, Monaco. De un, parce que c'est de loin la course la plus étroite de la Formule 1 cette saison et de l'histoire même de la Formule 1. C'est pour vrai, c'est un setting incroyable à Monaco. Il est arrivé tellement de choses incroyables durant ces courses-là. Juste l'an dernier, Charles Leclerc qui va remporter Monaco dans son domicile aussi, ce qui est incroyable, chose qui n'arrivera pas cette année, mais bon, que veux-tu? Puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que là, la semaine passée, on a eu un autre circuit qui était assez étroit et difficile aussi avec Emilia-Romagna. Puis, on a vu que c'était pas évident. Tu sais, quand même, beaucoup de pilotes qui n'ont même pas fini la course. Juste l'an passé, à Monaco, il y avait 4 pilotes qui n'ont pas fini la course non plus. Pas surprenant du tout. On s'attend même peut-être à en voir plus. Et juste dans la pratique 1, là, Leclerc qui a clashé un peu avec notre bon vieux Lance Stroll, le Canadien. Mais il a quand même fini à dénicher la première position en pratique 1. Mais bon. Monaco. Pas facile. Parce que tu peux pas dépasser partout. Voire presque jamais. Si tu peux dépasser. L'année dernière, c'était 4 dépassements, grand total. La qualif va être extrêmement importante et ça l'a vraiment joué justement dans mon choix de pilote aussi. Monaco, tu peux dépasser avec grand plaisir dans la seule straight de Monaco, qui est aussi la zone de DRS, tout juste entre le virage 19, mais le virage 19 entre guillemets là, et le virage numéro 1, parce que c'est pas un virage. Le 19, là, c'est juste à moitié un virage.
Écoute, tu pourrais t'essayer dans la hairpin, virage 6, si je ne m'abuse, mais encore là, c'est faut que tu prennes de l'intérieur. Ça, c'est une fake à la Lewis Hamilton. Oui, pas évident. C'est le jeu d'un mat d'évasion, ça. Là. Ouais. On est d'accord. Ouais, on niaise pas avec ça. Sinon, c'est un peu les deux endroits les plus probables de dépassement. Il y en a une coupelle aussi. Puis tu peux faire le malade puis juste dive bomb, peu importe qui tu veux dans un coin. À ton propre risque, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de place pour deux voitures sur ce circuit-là de base. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. Cette course-là, pour vrai, m'émerveille. Mais j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'action que l'année passée aussi. L'année passée, c'était assez... Quel pilote qui est le plus susceptible d'essayer un dépassement qui n'a pas d'affaire à essayer? Lance Stroll, man. Lance Stroll, genre, des fois, je file comme si il était en train de chanter du Shania Twain dans sa voiture, à pleine gueule. Puis là, il se promène juste, puis tout d'un coup, il remarque pas qu'il y a un virage, tu sais. Et là, soit va juste freiner beaucoup trop tard, ou filer direct dans le beurre à côté du virage. Well, Lance Stroll est de loin, je pense, le pilote le plus susceptible à faire ça. Mais le pilote le plus susceptible à le faire et à le réussir, selon moi, serait Oscar Piastri. Puis ça la donne bien parce qu'il y a aussi la meilleure voiture depuis la Red Bull à Max Verstappen. Une voiture qui excelle cette année, mais là, Max Verstappen qui nous a prouvé le contraire lors de la dernière course aussi. Ouais. Vraiment, par contre, les qualités de la voiture sur ce circuit-là, j'ai l'impression que, bon, oui, c'est sûr que ça a une incidence, surtout au niveau comme de l'équilibre de la voiture. C'est là qu'on va aller chercher les plus gros points dans un circuit comme Monaco. Mais j'ai l'impression que c'est un circuit qui égalise un peu le terrain de jeu côté voiture. Ouais. Ça revient à qui est le meilleur pilote, dans le fond. Pour moi, c'est ça Monaco. Donc, est-ce que Oscar Piastri est le meilleur pilote? Non, mais il est pas loin du top. Comme il se rattrape vite. Il y a la meilleure combinaison pilote-voiture. Ça, c'est garanti. Mais je trouve qu'il est largement devant Lando et donc, je pense honnêtement... En qualification garantie. N'importe quand. Lando est juste... Je pense que je le mets troisième. Je pense que je le mets derrière Russell et Verstappen. Pour Norris, j'ai vu une statistique comme quoi il avait fait quand même le top 5 dans les 8 dernières courses, donc. Mais il commence tout le temps dans le top 3. Il est bizarrement plus constant que je pensais dans ce sens-là. Comme, il fait pas bien, mais comme, il est quand même là. Comme, avec une voiture comme ça, Phil, pas dur à rester proche du top. Ce qui amène aussi là, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, aucune chance que Charles Leclerc se rende même sur le podium cette année, je pense, à Monaco. Malheureusement, parce que je l'adore, Charles. C'est sa ville, c'est même son pays. Monaco, c'est Monaco et Charles Leclerc. On l'a vu l'année passée. Ils ont eu leur moment de gloire l'année passée. C'était un moment de l'année dans la Formule 1, cette affaire-là. C'était incroyable. Mais ça nous amène aussi là, à notre prédiction de top 3. La semaine passée, Philippe, félicitations, t'as très bien fait. Oui, tu as prédit Verstappen. Si je ne me trompe pas aussi, tu avais prédit Norris qui a fini troisième aussi. Si je ne m'abuse, t'as tes notes en plus sont incroyables. Moi, j'étais un peu dans le champ, mais on n'en reparlera pas de ça. Verstappen, Piastri, Russell, en fait. Russell, c'est pas si mal que ça. C'est pas si loin. Juste Verstappen premier. Je vais te le donner parce que j'ai même pas mis dans mon top 3. Mais c'est quoi ton top 3 cette semaine? Cette semaine, pour ce top 3, on y va avec, pour commencer, un pilote de l'écurie Williams, Mathieu. C'est Carlos Sainz pour moi parce que historiquement, quand même, Carlos Sainz, c'est un circuit où il est à l'aise. Je crois aussi en les qualités de pilote de Carlos Sainz. Il n'a pas la meilleure voiture, ça c'est clair, mais sa voiture est quand même compétitive. Et puis, je pense que dans un circuit comme ça, où justement, de toute façon, c'est pas vrai qu'il y a personne qui va t'enfoncer la pédale à 350 km/h. Je pense que la top speed de l'année passée était de 286. Là, fait que, ça revient aux qualités de pilote. C'est un circuit où il faut démontrer de l'agilité. Et je pense que Sainz a peut-être un petit tour dans son sac. Mais écoute,
C'est ma prédiction ambitieuse de la semaine. J'adore ça. Et par la suite, je reviens avec des choses un peu plus sur le sens du monde avec Verstappen, je pense qu'il va prendre la deuxième position. Il a déjà gagné à Monaco, évidemment, peut-être à 2 reprises. Oui, à 2 reprises, oui. Et puis, je pense pas que c'est son année cette fois-ci. Il va très certainement être compétitif. Puis écoute, il est très capable aussi de nous sortir un de ses petits tours de magie en qualification. Puis écoute, si tu lui donnes la pole position, oublie ça. Ça risque d'être extrêmement compliqué de passer ce gars-là avec... on connaît les conditions du circuit, c'est serré. C'est un circuit qui n'était pas fait pour accueillir des voitures aussi grosses, aussi massives, parce qu'on s'entend que au départ, là, on compétitionnait avec des bolides qui étaient quand même beaucoup plus fins puis qui peuvent se faufiler avec un peu plus d'aisance, peut-être. Donc, oui, c'est ça. Le circuit, les voitures ont peut-être un peu, justement... trop grandi pour le circuit, mais ça reste que c'est encore un circuit qui est plaisant à regarder, puis qui est visuellement c'est exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'il reste certainement une série qui est parmi les favoris des fans de Formule 1, mais c'est pas un circuit où on devrait voir là, une tonne de revirements, et puis Max Verstappen, surtout si c'est lui qui est le maître de tout ça, s'il y a le contrôle de son avenir en gagnant les qualifications, ça risque d'être tâche impossible. Mais je pense qu'il sera peut-être devancé justement dans les qualifications par Oscar Piastri, qui va aussi remporter le Grand Prix, parce que lui aussi, de la même façon, c'est un pilote très très capable, même avec son jeune âge. On sait qu'il a beaucoup remporté déjà de Grand Prix cette année. Et puis, je ne verrai pas pourquoi là, il ne pourrait pas se replacer après la défaite la semaine dernière. Mais écoute, je pense que ça va arriver dans une saison. Nécessairement, Max Verstappen, à un moment ou à un autre, va réussir à se faufiler puis à aller chercher une victoire. C'est inévitable. On ne peut pas lui demander la perfection à Oscar Piastri, il est tout jeune, mais je pense que dès cette semaine, il va reprendre cette première position et se distancer un peu au championnat des pilotes du même coup. OK. Je suis de base, premièrement, Carlos Sainz. Oh! Mon pilote impressionne. OK. Je vais te donner 5? Ça. Un top 5 pour Carlos Sainz. Puis je vais en parler un peu plus tard quand je vais parler des pilotes impressionnants et décevants. Mais je voulais juste te serrer la pince et te dire ça, c'est pas fou. J'ai failli me garder une petite gêne puis juste le mettre comme impressionnant. Mais je me suis dit, on va y aller. Oublie ça, oui. On s'entend, c'est ton pilote impressionnant aussi. Non, c'est un autre. Comment? Attends, là. Parce que je pense qu'il y a un autre pilote qui peut vraiment là, être une surprise cette semaine, ouais. Fernando Alonso. Non. Ça aurait été drôle. OK, je devinerai qui fera des points. Alonso a gagné 2 fois à Monaco. Ouais, mais là... Non, là, en 97. Hey, non. Non, dans son top vraiment avec Ferrari, là, 2010 en quelque part. Je sais qu'il en a remporté 2, je ne pourrais pas dire les années. De mon côté, top 3, tout va être relié au qualif, fait que j'essaie d'y aller avec qui est le meilleur en qualif. Verstappen, pour moi, sera 3e. C'est un circuit, oui, qui connaît bien. Verstappen connaît une excellente course, un excellent départ de course. C'est qualif, il a fini 3e. Je me dis, tu sais, sa voiture n'a pas, c'est pas la meilleure voiture, c'est la 3e, peut-être même voire 4e. Peut-être la Williams est un peu meilleure qu'elle présentement. Meilleure voiture qu'il n'y a pas, mais c'est Max Verstappen. C'est décevant, mais c'est ça que c'est Max Verstappen. Tu peux avoir la meilleure voiture, mais juste l'optimiser peut-être à 80%. Max Verstappen n'a pas la meilleure voiture. Il a peut-être la 3e, la 4e, mais comme il optimise la voiture 100% du potentiel de cette voiture-là est extirpé par Max Verstappen. Absolument. Et puis, d'autres pilotes peut-être moins expérimentés
arrivent peut-être pas nécessairement ce niveau-là de symbiose avec leur voiture. Ça reste que c'est un pilote qui est vraiment... Il y a vraiment une harmonie entre sa voiture, sa conduite. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire avec une voiture qui est juste correct. Et puis, c'est ce qui fait en sorte qu'il est compétitif. Yeah. Puis, il va l'être encore. Troisième, je pense qu'il va être sur un podium. Je vais donner ma deuxième position à George Russell. Je pense que George est capable d'aller chercher une deuxième position. Toujours bon en qualif. C'est une voiture qui est très sous-estimée, d'ailleurs, celle de Mercedes. N'a pas ses fleurs, je pense, George, cette saison, parce qu'évidemment, éclipsé par soit le brio d'Oscar Piastri ou le brio de Verstappen quand il prend le dessus. Mais George Russell, il va avoir une bonne qualif, ça c'est 100% certain. Très constant depuis le début de la saison. Je ne verrais pas ailleurs qu'un top 3 pour George. Et évidemment, en première position, c'est Oscar Piastri. Ouais, passons à d'autres choses. Je sais pas quoi d'autre dire. C'est quasiment devenu plate à regarder parce qu'il est juste clairement, sa voiture et lui est clairement supérieur. Il comprend très bien sa voiture, une très bonne chimie avec son volant. Puis c'est difficile de comprendre cet aspect-là, que c'est très important, connaître sa voiture comme ça. Puis je pense qu'Oscar a atteint un point où il est presque au 100% de compréhension de comment sa voiture fonctionne, comparé à Lando qui est peut-être même pas dans le 80. Il y a beaucoup de misère à Lando, très inconstant. À voir si ça peut changer de son côté, mais lui, j'y donne aucune chance sur le podium, le Norris. Impressionnant. On en a déjà parlé. J'ai Carlos Sainz. La Williams qui a fait des siennes à Emilia-Romagna, vraiment une 4e puis une 6e position pour les Williams. 4e étant Albon, 6e étant bien sûr Carlos Sainz. Je pense que ça va continuer. Je leur souhaite parce que la voiture fonctionne très bien. Ça m'a paru, surtout dans un circuit très difficile comme celui d'Emilia-Romagna. Mais cela étant dit, j'ai mis Albon comme pilote décevant. OK. Parce que je pense pas qu'il va finir 4e. Comparé à Sainz, tu l'as dit, il y a un peu d'expérience sur ce circuit-là, surtout avec Ferrari où il a très bien fait. Je pense que c'est justement l'année passée, là, ça s'est bien passé pour Carlos Sainz. Tu sais, Alex Albon n'a jamais vraiment évolué. Comme je pense que Alex Albon, présentement, a ses meilleurs moments en tant que pilote avec une écurie qui est Williams. Mais je sais qu'avant, il y avait eu un bon temps aussi avec une autre, mais j'essaie de me rappeler, c'était pas Lotus, mais pas Alfa Romeo non plus. Quelque chose de... Marussia. India quelque chose. Là. Ah, OK. C'est quoi le nom de ça? Me semble que ça se peut que je lâche ça. Mais il y a eu quelque chose avec une autre écurie qui est très bien fait. Mais je pense qu'on a regardé les résultats d'Alex Albon la semaine passée et on s'est dit, ça va bien aller. Mais je pense juste que ça va être du retour au même, peut-être une 8e, 9e position. Quand même un top 10, mais si Albon et Williams ils seront bons, je pense que ça va être un top 10. Un peu décevant pour Albon. De ton côté, décevant? Moi, je pense que Norris, pour la première fois depuis 8 courses, pourrait être écarté du top 5. Je le mettrais juste à l'extérieur, peut-être, parce que, j'ai mis Sainz. Il y aurait Russell qui serait là aussi pour moi. Et peut-être pas pour compléter ce top 5 des plus déjantés. Pierre Gasly dans la Alpine. Parce que, écoute... Incroyable. Le Gasly. J'y vais avec la constance, j'y vais avec la loi de la régularité. Puis Pierre Gasly à Monaco a souvent eu de très, très bons résultats. Et puis, je pense que l'Alpine, quand même, est une voiture qui est pas mauvaise. Et puis, qui, surtout dans un circuit technique comme ça, peut rester quand même là ex aequo avec les autres voitures, plus ou moins. Donc voilà, je me dis que Gasly pourrait être un pilote surprenant cette semaine. Oui, quand même y aller d'une performance digne de mention. On va voir si Colapinto va suivre un peu dans les pas de Gasly, peut-être dans ce top 10. On lui souhaite. Peut-être qu'il va heurter un mur aussi. C'est probable. Over-under, 4 murs, 4 personnes qui ne finissent pas cette année? Over-under 4 murs.
Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui peut fesser 4 murs, c'est Colapinto. Oh non, ramène-moi Logan Sargent. Ah, et là, oui, je te dis, oui. juste une balle de ping-pong. Ah, Seigneur, c'était décevant. Écoute, on passe maintenant à notre segment sporadique où, bien sûr, on vous parle d'un sport d'hiver. Phil, quelle sorte de nouvelles tu me ramènes aujourd'hui? J'y vais dans quelque chose qui est pas tant absurde parce qu'on parle d'un sport qui est très mainstream chez nos voisins, américains. C'est une question de baseball. Oh non, c'est la même chose. Sérieux? C'est quoi ce que t'as? Tu m'as garanti que ce serait pas la même chose. Ben non, parce que... Ok, non, vas-y. Ben, c'est les Rockies du Colorado. Ah non, ça va. C'est correct. On n'a pas la même chose. C'est les Rockies du Colorado dans la Ligue majeure de baseball. Ouais. Donc, oui. Cette équipe... déception n'est pas suffisant. Non? Non. Je sais même pas quel qualificatif employer. C'est une abomination, cette équipe-là. Il y a des bonnes équipes de sport au Colorado. Les Nuggets, l'Avalanche. Les Rockies n'en font pas partie, Mathieu. Okay. Les Rockies ont maintenant... non, c'est quoi? Je vais commencer par autre chose. Les Rockies n'ont pas eu une meilleure fiche que... ils n'ont pas remporté plus de 35% de leurs matchs dans leurs 3 dernières saisons. Oui. Ça Seigneur, oui. Oui, ça s'attendit un peu. Ouais. Et cette saison, c'est une longue saison. Baseball, beaucoup de choses qui ont le temps de changer. Mais là, déjà, en ce mois de mai, on arrive à la marque des 50 matchs là, pour la plupart des équipes. Et j'aimerais que tu devines, Mathieu, combien de matchs les Rockies du Colorado ont remporté sur ces 50? Si c'est une si grande nouvelle, ça n'a pas le choix d'être en bas de 20%, tu sais. Puis 20%, ça serait 10 victoires, mais je pense que ça va être encore moins que ça. Je vais te dire 8 victoires, Philippe. C'est 8 victoires précisément. Félicitations, Mathieu. Ça mérite une main d'applaudissement. Merci beaucoup. Ça ne mérite pas une main d'applaudissement pour les Rockies du Colorado. 8 et 42. Je vais le dire une autre. 8 et 42. Ouais. Ça, c'est 27-28 victoires sur la saison, à ce rythme-là. Oui. As-tu déjà checké la pire fiche de l'histoire du baseball? Oui, ça s'en vient. OK, good. Pire fiche après 50 matchs. Il fallait. Oui, oui. Bien entendu. Pire fiche après 50 matchs au baseball majeur en 130 ans. Parce qu'il y a une équipe qui a fait pire, Mathieu. En 1895. Ils jouaient avec quoi dans ce temps-là? Les Louisville Colonels avaient fait 7-43. Donc, une défaite supplémentaire. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas 32 équipes que tu pouvais battre. Là, comme les Rockies sont de loin la pire équipe du baseball majeur. Et pire équipe de l'ère moderne aussi. Ils évoluent présentement à un rythme qui les amènerait à 136 défaites pour la saison, ce qui serait un record parce que c'était 134 précédemment. Donc, s'ils continuent sur cette... 46 victoires. Oui, s'ils continuent sur cette cadence-là, ce sera vraiment un bilan affreux en fin de saison. Il y a des têtes qui ont roulé déjà aussi. Le gérant qui est parti et franchement, c'était pas de sa faute. L'équipe faisait mieux quand il était encore là. Mais là, ça va très, très mal. Ouais. Blanchi 8 fois en 2025. Oui. Dont une défaite historique de 21-0 face aux Padres le 10 mai. Oh, Tatis. Donc, c'est une catastrophe. Et puis, autre statistique aussi potentielle de fin de saison, s'il continue sur la même cadence, il serait à 74 matchs, parce qu'au baseball, on mesure l'écart souvent en matchs. Donc, il serait à 74 matchs de la première position. Et 58 matchs de la quatrième position, donc l'avant-dernière position de leur division. Ça, c'est pas drôle. Non, c'est
Les Et pauvres. voilà. Imagine jouer pour une franchise de même. Tu perds. Puis, juste perds. Écoute, si je peux me permettre un petit jeu de mots à l'anglophone, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un Rocky Start. Ouais, c'est vraiment un Rocky. Ouais. Toujours un plaisir. Et ce n'est pas digne de Rocky Balboa. Non. Et moi, je vais amener ça ici, mon ordi, parce que je veux pas que tu vois cette fabuleuse œuvre d'art. Tu sais, Phil, v'là 2 semaines, j'ai enfreint les règles. Et j'y étais dans le monde du baseball Oui. pour le pape. Oui. Ben, Phil, j'ai la part 2 aujourd'hui pour toi. Non. Okay, Puisqu'une murale pour Léon, c'est quoi, 16 ou 14, je ne sais plus, OK. a été faite chez les White Sox, ainsi qu'un chandail Pope Léon, Léon 14, avec le chiffre 14, pour commémorer le fait que le pape est un grand fan des White Sox. Wow. Fait que si tu pensais que c'était faux, eh bien, détrompe-toi, parce que Robert Francis Prévost est le premier pape américain, justement, de l'histoire de l'Église catholique et a confirmé ses allégeances sportives en partageant avec ses fidèles qui appréciaient visiter le domicile parle-moi de ça. des White Sox de Chicago lorsqu'il habitait, bien sûr, dans cette ville-là. Et là, je vais te le montrer. Je vais le montrer à l'écran aussi. C'est une fabuleuse œuvre d'art du Pope Léon XIV qui sourit et wave tranquillement avec, bien sûr, un bon vieux jersey des White Sox de Chicago. Je voulais juste ramener cette partie 2 rapidement, puis je pense que ça va clore aussi là, pour tout ce qui est rapport au pape et les White Sox, parce que c'est vraiment drôle. Peut-être une part 3, peut-être qui... Peut-être qu'il va faire le lancer protocolaire. Oui. Je pense que je vais me griller d'un chandail du pape Léon. C'est déjà arrivé, c'est un pape qui a fait un lancer protocolaire. Sûrement pas. C'est une bonne question. Je sais pas ce qu'ils vendent le chandail du pape Léon XIV. Juste Pope Léon XIV. Tout le monde, ça ferait fureur. Il est-tu en chiffre romain le 14? Non, c'est 1-4. C'est vrai, en chiffre chiffre romain, ça aurait été vraiment drôle. C'était vraiment drôle. Mais avec tout ça dit, Phil, il faut quand même rentrer dans notre segment favori de la semaine. Nos 3 étoiles de la semaine. Commence-nous ça avec ton 3e. Je pouvais pas... C'est les étoiles collectives cette semaine et pour commencer en 3e position, je pouvais pas... je sais qu'on a je peux pas passer par-dessus... Non, peut-être pas. Je pourrais pas passer par-dessus la performance des Panthers de la Floride sur la route. Oui, c'est ça, tu peux te serrer ta propre main. Parce que gagner 5-2 et 5-0 sur 2 matchs consécutifs sur la route en série, c'est basse. C'est ça, là. Il faut le faire. Et puis, les Panthers ont réellement réalisé un exploit. Et oui, leur équipe, c'est une équipe du tonnerre, mais quand même, là, c'est digne de mention. Il faut le souligner. Et puis, 2e, on va y aller avec l'avantage numérique des Stars lors du match numéro 1. Donc, très, très spécifique. Mais ça aussi, c'est mérité. Sais-tu quoi? J'aurais presque pu mettre le désavantage numérique des Oilers qui a brillé par son incompétence. Écoute, quand même, c'était 3-1 ce match-là. Et puis on se dirige en 3e période. Donc les Stars qui ont réussi une autre remontée extravagante. Puis cette fois-ci, c'était grâce à leur avantage numérique. C'est un peu décevant, comme un peu de dommage pour les Oilers aussi. C'est tellement triste à regarder. Puis c'était des calls. Je veux dire, ce qui arrive avec les pénalités de bâton élevé, c'est que ça se fait toujours appeler parce que les arbitres regardent juste pour la tête qui vole par en arrière, puis c'est fini, c'est dans le sac. Je pense qu'il y en a une qui a été vendue un peu aussi. Oui, Matt Duchene. Ouais. Et puis, c'est avant quand même crédit aux Stars pour avoir capitalisé là-dessus. Et première étoile de la semaine. Et c'est au détriment de l'équipe canadienne de hockey qui a été envoyée au championnat du monde de hockey sur glace, qui a perdu en quart de finale face au Danemark. Et bon, ça me fait de la peine de souligner cette énorme bévue du Canada. Crosby, McKinnon qui était sur cette équipe-là. Et puis, ils ont perdu face au Danemark. Ils ont joué 2 bonnes périodes. Il y a peut-être des excuses un peu pour le Canada. On a voyagé, etc. On a dû se déplacer. L'excuse, c'est des Danois. C'est ça. C'est des Danois. Et puis, il y avait Ehlers sur cette équipe-là qui est le seul joueur à peu près
qui a un nom reconnaissable. Et sinon, c'était... je vais pas dire que c'était des chaudrons, mais c'est des joueurs qui ne devraient pas être compétitifs contre des joueurs de la LNH. Mais crédit à cette équipe-là qui a remporté en plus devant leurs partisans ce match-là. Donc, aussi en marquant un but à 1 minute ou un peu moins de la fin en troisième période. Donc, c'est spécial. C'est la première fois qu'ils se rendent aussi loin dans un tournoi devant leurs partisans en plus. Donc, félicitations au Danemark et puis le Canada. Réveillez-vous la gang. Ouais, on en s'entendant un peu plus. Top 3, la troisième position revient aux fans des Hurricanes de Caroline, qui ont rappelé un peu à leur équipe comment tu marques, c'est-à-dire en chantant « Shoot the puck! Oui, Shoot the puck! » à leur propre équipe, à domicile. J'ai trouvé ça incroyable. Et écoute, ils ont fait plus de tirs en troisième. Les Panthers sont en train de développer une tendance de faire en sorte qu'il y a une relation de haine qui se développe entre les partisans et l'équipe, on dirait. C'est une vibe intéressante, mais les Canes qui avaient lancé que 7 tirs en 2 périodes, en ont lancé 11, si je ne me trompe pas, en troisième pour finir à 18, mais 7 en 2 périodes, c'est gênant de quadrants. Et les fans des Canes qui méritent leur place sur le podium. Deuxième, j'ai aussi le Danemark, mais plus précisément Frédéric Dichaud, aussi un choix de 7e ronde du Canadien de Montréal en 2019. Faut que je lui donne un petit shout-out, mais le Danemark qui se faufile face à la Suisse, si je ne m'abuse, en semi-finale. Oui. Puis après ça, ce serait Suède et États-Unis. Je pense que Suisse et États-Unis. Je suis pas certain. Des deux. En tout cas, c'est le corridor, c'est établi, mais je pensais que j'avais vu. En tout cas. Et première position, tu vas peut-être te shooter dans le pied, Philippe, parce que c'est les Wildcats de Moncton. Qui ont remporté le trophée Gilles Courteau lundi. C'était comme trop... On dirait que je l'ai oublié. C'était un peu loin. Un peu loin, mais comme... En vrai, c'est pas si loin. En vrai, non, c'est juste lundi. C'est le 19. C'est juste lundi. C'est quand la semaine a passé vite. Faut juste une petite excuse vite faite, là, puis on va passer à d'autres choses. Mais c'est parce que je savais que tu l'as mis dans ton top 3. Oui, je me suis dit, t'as qu'à mettre la même chose. On se connaît si bien. Hein, oui. Ça doit juste être ça. Ben, on va voir justement ces Wildcats pour remporter aussi la Coupe Memorial. Leur premier match sera dès demain, bien sûr. Écoute, sur les ondes d'RDS vont diffuser TSN aussi. Ça va être bien intéressant à voir là, cette Coupe Memorial-là. Les 4 meilleures équipes un petit retour à Rimouski à part de ça. Ouais, un petit retour à Rimouski. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai un peu peur. Surtout que ça va être vraiment comme c'est des matchs de haute qualité. C'est les meilleures équipes de leur ligue qui se faufilent là. Si les Cats ont une chance de gagner, oui. Est-ce qu'ils vont gagner? À voir. Vous allez voir ça. Tout ça se finit là. Pas hors de portée. Pas hors de portée du tout. C'est un tournoi qui se fait vite aussi, d'ailleurs. Mais bon, ne manquez rien de toute cette action-là. On va bien sûr être derrière notre petite équipe de Moncton. Mais c'est ce qui termine ce 57e épisode de Dans les Gradins. À mon nom, M. Landry. Au nom de Philippe Giard, on vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes sur Apple Podcasts, Spotify ou peu importe la plateforme audio. Et bien sûr, à l'antenne de Rogers TV sur le poste 9 du côté de Moncton, 10 Edmundston. C'est un autre poste pour Batters, j'ai un peu oublié. Les heures seront bien sûr écrites sur les écrans. C'est une grande province, le Nouveau-Brunswick. Mais sur ce, on se dit bon match!